Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Et bonjour à tous et bienvenue sur Multi-21. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour une vidéo du Power Ranking. Aujourd'hui, on va parler, on approche de la fin, des pilotes de la 20e à la 11e place. Et je suis en compagnie de Pierre. Pierre, comment vas-tu ? Salut à tous, bah écoute, ça va super bien, Paul. Et aujourd'hui, du coup, on va parler de ces pilotes, ces forts potentiels, ceux qu'on voit monter ou qui ont brillé. Pour certains, leur carrière est déjà derrière eux. On vous rappelle le topo rapidement, le Power Ranking, on a classé tous les pilotes qui ont participé au moins à un Grand Prix entre les années 2010 et 2019. Toute l'équipe a voté, on a fait une moyenne de tout ça et ça nous sort ce beau classement. Et donc aujourd'hui, 20e à la 11e place et du coup on commence avec Rubens Barrichello, Pierre. Eh ouais, avec Rubinho, celui qui était un petit peu l'héritier direct d'Ayrton Senna dans les années 90, le fameux porteur d'eau de Schumacher pendant l'ère Ferrari, l'un des gros prétendants au titre, même s'il n'y avait pas beaucoup de chance en 2009, et qui est allé finalement se caser chez Williams en 2010 et en 2011. C'est ça, une sortie par la petite porte. Alors il est un peu haut dans le classement, on reconnaît notre erreur, surtout moi en fait, qui l'ai classé un peu haut. Pour moi, Bronze GP, l'épopée, c'était en 2010 et pas en 2009. Et du coup, pour moi, c'était dans la décennie, alors que non. Et si on prend effectivement ces 2 années chez Williams, ça n'a pas été folichon du tout. Bah, à vrai dire, il était plutôt pas mal en 2010, même si la Williams c'était pas un foudre de guerre. Mais par contre, bah, il a absolument rien pu faire en 2011, et puis bah voilà, c'est ce que tu disais, il est un peu sorti par la petite porte, quoi. On s'en souvient encore aujourd'hui parce que c'est toujours lui qui a le plus grand nombre de grands prix disputés, mais à part ça, c'est tout. Voilà. On passe du coup à la 19e place, on retrouve du coup celui pour qui il a porté l'eau, Schumacher, justement, le monument. Et bah, Schumacher qui à son tour a fait un peu porteur d'eau chez Mercedes, mais lui c'était pour Nico Rosberg pendant 3 ans. En fait, Schumacher, il y a eu un premier comeback qui était prévu à l'été 2009 quand un autre Brésilien du nom de Felipe Massa, dont nous parlerons peut-être un tout petit peu après, s'est pris le ressort d'un autre Brésilien, Rubens Barrichello, dont nous avons parlé précédemment. Et ce qui s'est passé, Ferrari a fait appel à Schumacher. Bon, ça n'a pas pu se faire parce que Schumacher souffrait encore de douleurs au dos suite à une chute en moto, etc. La Ferrari 2009 n'était pas non plus formidable, donc on peut comprendre qu'il avait peut-être quelques réticences à revenir. Et il a annoncé son retour pour l'année 2010 avec la jeune écurie, on va dire, un peu championne du monde, Braun GP, sauf que Braun GP, entre-temps, se faisait racheter par Mercedes, donc Schumacher revenait pour être pilote Mercedes, une écurie née un petit peu sur les restes d'une écurie championne en titre. Et bah, finalement, ça l'a pas fait du tout. 3 saisons chez Mercedes avec pour meilleur résultat un podium après une course rocambolesque à Valence et avec un dernier tour un peu de folie où il résiste comme il peut à Mark Webber et juste devant lui il y a Hamilton et Maldonado qui s'accrochent. Il récolte la 3e place. Alors effectivement, un retour un peu en demi-teinte, malgré tout, et c'est sans doute dommage, on ne le saura sans doute jamais, mais il a sans doute fait beaucoup sur le projet Mercedes pour aujourd'hui cette domination aujourd'hui totale qu'ils ont sur le sport. Effectivement, il est fort à parier quand même que Schumacher a apporté beaucoup d'expérience et beaucoup d'expérience voilà, sur ce projet et a sans doute fait beaucoup de bien. Alors ensuite, après Schumacher, on retrouve un autre Allemand, toujours, le pilote de la décennie, d'ailleurs faut-il le dire, puisque c'est le seul pilote qui a commencé sa carrière en 2010 et l'a fini en 2019. On parle bien évidemment de Nico Hülkenberg. Ouais, donc bah écoute, sur Nico Hülkenberg, vous aviez fait une vidéo qui était excellente sur le cas Hülkenberg. Hülkenberg, on le reverra pas en 2020. Il a quasiment tout explosé et tout gagné dans les catégories inférieures. Il était vu comme un futur grand. Et puis bah des choix de carrière un peu hasardeux, pas beaucoup de chance.
et pas là quand il fallait être là. Moi, je retiens surtout de lui sa pole avec la Williams en 2010 au Brésil où il était vraiment vraiment impressionnant. Euh, mais bon, après, pas de bol au Brésil en 2012 où il rate la victoire sur une manœuvre un peu hasardeuse face à Hamilton en voulant dépasser de mémoire Kovalainen. Donc voilà, on vous renvoie vers la vidéo qu'on a fait. On en a disserté, je pense, pendant au moins 25 minutes. On vous mettra le lien. Alors, je sais pas si c'est à droite, à gauche, mais vous aurez le lien vers la vidéo si vous voulez en savoir un peu plus. On a longuement parlé sur ce cas. Alors ensuite, on retrouve du coup Carlos Sainz Jr. Dans la vidéo précédente, on vous a beaucoup parlé de ces éternels numéro 2 qui étaient beaucoup des petits gars de Red Bull, plus particulièrement de Toro Rosso. Et ben voilà, là on trouve celui qui a réussi à en sortir en fait, à casser le bad karma qui entoure Toro Rosso et ses pilotes qui n'émergent jamais. Voilà, Carlos Sainz, je te laisse en dire, c'est 30 secondes. Bah écoute, Carlos Sainz, oui, il a évolué dans le giron Red Bull, mais ça a été l'un des premiers. Vettel l'avait fait juste avant, il me semble, où Sainz est parti en cours de saison de chez Toro Rosso pour aller chez Renault. Et de Renault, ça lui a permis d'avoir un tremplin pour ensuite aller chez McLaren. Il a fait du bon boulot, moi je trouve, chez Renault, où il n'a pas eu à rougir de la comparaison face à Hülkenberg. Et il s'est vraiment affirmé comme leader l'année dernière chez McLaren, en faisant un très très bon boulot avec Norris. Donc là où il était beaucoup critiqué sur ses débuts, Carlos Sainz, avec les coups dans les rétros et des défenses hasardeuse, on va dire. Il a su corriger, il a su adapter son pilotage. C'est un style beaucoup plus propre. Il en demeure pas moins agressif, mais où aujourd'hui il montre vraiment la valeur ajoutée. Donc sa position dans le classement, c'est un petit peu un mix entre des débuts un peu laborieux et aujourd'hui un pilote qui demeure de plus en plus complet. Alors ensuite, on retrouve du coup notre Grosjean national qui a commencé chez Lotus, où le début de carrière effectivement était bon, hein. Il y a eu quand même 10 podiums au total. Et puis maintenant, un peu en demi-teinte chez Haas, où on va dire, disons-le concrètement, il vivote, hein. Alors, moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi. On peut reparler de l'aventure Lotus où il est arrivé face à un pilote qui n'était pas n'importe qui était Kimi Raikkonen, qui sortait de retraite. Grosjean lui accédait pour la deuxième fois à la F1 vu qu'il avait fait quelques piges chez Renault en 2009 dans un contexte un peu particulier. Il est revenu en 2012 sur une monoplace qui était compétitive. Pareil pour 2013. Bon, 2012 ça a été compliqué parce qu'il y a eu plusieurs concours de circonstances et beaucoup d'accrochages pour Grosjean, là où Raikkonen ramenait du point et était beaucoup plus régulier. Et du coup, voilà, il a connu un début de deuxième carrière, on va l'appeler comme ça, un petit peu compliqué, Romain Grosjean. Mais derrière, voilà, moi je trouve qu'il a bien performé, c'est en 2015 avec la Lotus et pourtant c'était pas gagné. Et c'est lui qui a permis à Haas de s'affirmer en rapportant la première saison quand même tous les points de l'écurie. Donc c'est quand même à noter. Oui, on est d'accord, c'est pas non plus la catastrophe. Et effectivement, il pâtit quand même d'un matos pas très bon ces derniers temps. On retiendra quand même quelques frasques, hein, notamment je me souviendrai toujours quand même de ce tête à queue dans les stands. Ça restera dans les annales, ça. Tout à fait. Alors ensuite, on retrouve un pilote. Alors je pense, on va pas trop s'éterniser sur lui. Il y a beaucoup à dire. Je pense qu'on en fera une vidéo spéciale, un de ces quatre. Mais on retrouve Jules Bianchi en fait, juste devant Romain Grosjean. On va pas faire l'étalage de sa carrière ici. On dira simplement qu'effectivement c'était un très haut potentiel. C'était le futur de Ferrari. Un destin brisé. Voilà, et paix à son âme, et voilà, on en restera là-dessus. Tout à fait. Alors devant lui, on retrouve mon petit chéri à moi. Alors un de mes petits chéris, il y en a plusieurs, hein, mais mon préféré de la session,
c'est Esteban Ocon, le Français. Alors Esteban Ocon, une carrière là aussi en 2 temps, effectivement, puisque on retiendra qu'au départ, il est arrivé chez Manor où il a brillé de son talent là aussi, où tout le monde était vraiment heureux de voir ce coup de volant et cette maturité qu'il avait. Et puis ensuite, il a fait 2 saisons chez Force India. Hein, pour les petits jeunes qui ne connaissent pas Force India, c'était l'ancien nom de Racing Point. Et donc chez Force India, eh ben, disons que la cohabitation avec Pérez, ça n'a pas été génial. On se souviendra notamment d'un Grand Prix de Belgique où on a eu des petits coups de roue juste avant le raidillon. C'était pas le genre de choses qu'on voulait voir. Et suite à ça, il s'est fait un peu mettre sur la touche. Il a passé 1 an là, chez Mercedes du coup, en tant que pilote d'essai. Et après une lourde bataille entre Renault et Mercedes, Renault a réussi à récupérer Esteban. Et on aura donc le plaisir de retrouver Esteban l'année prochaine chez Renault en compagnie de Daniel Ricciardo. Rien à ajouter. Alors ensuite, devant, on retrouve notre deuxième porteur d'eau préféré. En l'occurrence, il s'agit de Felipe Massa, le deuxième Brésilien, qu'on n'oubliera pas. Donc on rappelle un peu, Felipe Massa, de 2010 à 2013, il est chez Ferrari. Et ensuite, de 2014 à 2017, il est chez Williams. Bah écoute, chez Ferrari, je pense que tout le monde connaît un peu l'histoire. Il s'est fait trucider par Alonso pendant 4 ans, donc on va pas s'étendre sur le sujet. Chez Williams, il a fait 2 bonnes saisons, 2014-2015, mais la voiture suivait. 2006, ça a été moins bien, et 2017, je pense que c'était la saison de trop pour Felipe Massa. C'est ça, on se souviendra toujours de ce faux départ à la retraite fin 2016 où il remonte la voie des stands au Brésil en pleurant, tout le monde est en train de l'applaudir, c'était magnifique, tout le monde la main sur le cœur. Et pour apprendre que finalement, il rempilait pour 1 an de plus derrière chez Williams. Voilà. Il aurait peut-être pas dû. C'était un peu dommage. Voilà, il aurait peut-être pas dû, on est d'accord. Et devant Massa, eh ben, on vient de l'évoquer, on retrouve du coup l'ami Pérez, Sergio Pérez, le Mexicain. Une carrière qui aurait pu être brisée. On se souviendra en 2013 où après 2 années chez Sauber, il part chez McLaren. C'était vraiment le futur de McLaren, ils avaient vraiment misé dessus, et où pour une sombre histoire de contrat, puisqu'en fait on se souviendra qu'il était sponsorisé par Telmex, que Telmex voulait lancer vraiment une campagne de com vraiment très très d'envergure en fait avec la Formule 1 en combinant le Grand Prix du Mexique et un sponsor titre du coup chez McLaren en lieu et place de Vodafone. Le deal en fait ne s'est pas fait avec le Grand Prix du Mexique et du coup Telmex a dit on arrête tout, on laisse tomber, et où du coup l'ami Sergio il s'est un peu fait mettre dehors à la fin de l'année chez McLaren pour ensuite se retrouver chez Sahara, Force India, Racing Point, appelez-la comme vous voulez, et où chez qui il performe plutôt pas mal, hein. Écoute, il a pas démérité chez Force India, il était devant Hülkenberg. Enfin, je vais peut-être m'attirer les foudres des détraqueurs de Pérez, mais il était devant. Voilà, les chiffres parlent pour eux. C'était jeu égal avec Ocon, et dans la Stroll team, on va dire, il est même devant Stroll, quoi. Donc on verra encore combien de temps ça dure, mais il reste dans une écurie de seconde zone, on va dire, Pérez. Ça reste un pilote solide qui, je pense, aurait peut-être mérité d'avoir une seconde chance dans un top team. Peut-être pas un leader, mais un solide numéro 2. On est d'accord, effectivement. On est d'accord sur le fait que c'est un mec, en tout cas, qui a sa place dans la Formule 1 d'aujourd'hui. Tout à fait. Et donc, pour conclure, le dernier, on retrouve du coup encore un porteur d'eau. En l'occurrence, il s'agit d'un porteur d'eau chez Mercedes, puisqu'on peut parler de Valtteri Bottas. Ouais. Alors, Valtteri Bottas, il a été couvé par Toto Wolff très 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 tôt chez Williams. Et puis ensuite, logiquement, il a accédé à Mercedes après le départ en retraite un peu surprise de Nico Rosberg. Ça fait 3 ans qu'il travaille avec Mercedes et qu'il se fait démonter par Hamilton.
Quand c'était chez Williams, il faisait jeu égal avec Massa. Il avait même une pointe de vitesse, je trouvais, supérieure. Mais le problème de Bottas, bah, ça reste toujours sa régularité, quoi. Donc, tant qu'il n'y aura pas ça, il pourra jamais prétendre pouvoir gagner un titre sur l'ensemble d'une saison. C'est ça, Bottas, c'est vraiment le mec qui est capable de gagner un Grand Prix d'une façon étincelante, et puis le Grand Prix suivant de finir sixième avec Cinquième. la Mercedes, voilà. Allez, oui, cinquième parce qu'il aura passé une Red Bull, et c'est voilà. Et je pense que ça résume bien sa carrière, et que, comme tu dis, tant qu'il n'y aura pas de la régularité, bah, il y aura pas mieux pour Bottas, quoi. Et voilà, du coup, on est arrivé à la fin. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Pierre, ça a été un plaisir comme d'habitude. Et on vous dit rendez-vous très bientôt, puisque dans 3 jours, vous aurez droit de savoir quel est le classement final, les 10 meilleurs de la décennie. Ça a été un plaisir. Et du coup, Pierre, à la prochaine. À la prochaine. Salut à tous.